Mais de grâce, interrompez-moi dès que vous êtes perdu, dès qu'il y a un truc qui n'est pas clair, dès que le chiffre que vous avez sur votre feuille n'est pas du tout en adéquation avec ce qui est présenté par vous. Voilà. Vous n'hésitez pas. Ok, je sais que je vais vite. Je sais que je vais présenter très rapidement les trucs qui vous passent sous les yeux. Quand vous êtes perdu, vous m'arrêtez, je fais des grands mouvements de bras, parce que je suis un peu vidéuse. Donc vous n'hésitez pas. Voilà. Alors, ce sera votre que je vous donne. Alors, le tout premier exercice, souvenez-vous, c'est quelque chose qu'on avait vu aussi dans la séance sur SPSS. En gros, on cherche à voir l'influence de deux variables indépendantes. L'origine scolaire, qui serait la variable indépendante. Ah oui. Voilà. Donc, de nouveau, je vais prendre pour des enfants, je vais vous faire répéter des trucs que vous avez très bien compris, ça va. C'est pour que ça s'automatise. Et puis, donc on a l'origine scolaire en variable A, et du coup en variable B, on a la méthode pédagogique. Ça va pour ça? Théoriquement, c'est pas l'étape qui peut se poser vraiment. Donc, je détermine que ma VIA, c'est l'origine scolaire, et que ma VIB, c'est la méthode pédagogique. Première étape, ça, c'est fait. Une fois que j'ai déterminé ce truc-là, je commence à me poser des questions sur ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que je fais au Dieu? Qu'est-ce que je fais? Je me pose trois questions. Est-ce qu'il y a une influence de ma variable indépendante A? Est-ce qu'il y a une influence de ma variable indépendante B? Et est-ce qu'il y a une influence conjointe de mes deux variables indépendantes sur ma variable dépendante, qui ici, je en arrière, est le score en stats. Ça va? Ok pour ça? Donc quand vous allez rester silencieux, je vais prendre systématiquement ça pour un remplacement. Donc vraiment, interrompez-moi si c'est pas le cas. Ok. Donc, j'ai mes trois questions. Je sais que je vais devoir composer trois hypothèses que je vais tester à la fin grâce à mes trois R. Ça va? Première hypothèse nulle. C'est toujours le même principe. On formule ce qu'on espère ne pas observer. Ce qu'on espère, c'est que nos variables indépendantes vont avoir une influence sur nos scores. Ça va? Donc, pour formuler l'hypothèse nulle, ça va être simplement la variable indépendante A n'a pas d'influence sur la variable dépendante. Autrement dit, quand on contextualise, l'origine scolaire n'a pas d'influence sur les résultats en stats. Ça va? Ça sera pour tout le monde? Ok. Deuxième hypothèse nulle, la méthodologie, la méthode pédagogique appliquée, n'a pas d'influence sur les résultats en stats. Et enfin, troisième hypothèse, on combine le tout, il n'y a pas d'effet d'interaction entre les deux variables indépendantes. Ça va? Ou il n'y a pas d'effet conjoint de l'origine scolaire et de la méthode pédagogique sur les résultats en stats. Ok? On a fait. Attention qu'à l'examen, on vous demande toujours de contextualiser vos hypothèses nulles, donc mettez bien ce qu'est la vie et ce qu'est la vie. Parce que nous, on vous met, en fait, quand on présente l'exercice, on vous répète toujours dans la population de la table de différence entre les groupes en valeur moyenne, juste pour vous rappeler que c'est ça le principe de la variance. En fait. Quand on fait une analyse de variance, c'est ça. C'est pour voir s'il n'y a pas de différence de moyenne entre les groupes, et donc si on peut dire que ces groupes appartiennent ou non à la même population. Ça va? C'est juste pour vous remettre ça en tête, mais effectivement, contextualiser. Ça va? Alors, avant qu'on aille s'amuser avec les formules, est-ce que les coordonnées des données sont bien claires pour vous? Non? C'est normal. Ok? Donc, on va repartir là-dessus. Ce dont vous devez vous souvenir, c'est qu'on a déjà fait des exercices. Vous devez oublier l'analyse de variance hiérarchisée. Ça va? On va partir sur d'autres types de coordonnées. Ça va? Donc, penchez-vous sur celui-ci, qui est plus simple. En gros, chacune des données a une coordonnée mathématique. Vous allez renseigner chacune des données par sa position dans le tableau. D'accord? Pour déterminer la position de la donnée dans le tableau, vous avez besoin en fait de trois informations. Il faut savoir dans quelle ligne elle se trouve, dans quelle colonne elle se trouve, et à quel endroit de la case elle se trouve. D'accord? Et vous avez plusieurs données. Donc, comment ça va se passer? C'est mathématiquement, on va désigner la ligne par le I, la colonne par le J, et la place dans la case par le K. D'accord? Donc, je vais rentrer en arrière avec une ligne normale. Si
par exemple, je veux parler du 62 ici. Sa coordonnée, ce sera 2, parce que je suis dans la deuxième rangée, 2 parce que je suis dans la deuxième colonne, et 3 parce que c'est la troisième de la main. Ça va? Est-ce que ça va? Ok, c'est bien. Alors, ça, c'est la coordonnée précise d'une seule donnée. Okay. Dans mes formules, je n'ai pas besoin de préciser chaque fois exactement la donnée avec laquelle je veux travailler. Parfois, je m'intéresse juste à l'entièreté de ce qui se passe dans une colonne. Parfois, je m'intéresse juste à l'entièreté de ce qui se passe dans une rangée. Et parfois, je m'intéresse juste à l'entièreté de mes données dans le colonne. Ça va? Pour éviter de préciser un élément, je vais le remplacer par un point. D'accord? Donc, au lieu d'avoir quelque chose qui fait x, i, j, k, je vais avoir quelque chose qui fait x, i, j, un point, pour ne pas dire à quel endroit de la case je me trouve. Donc, si je précise uniquement que je veux la moyenne de ce qui se passe, la moyenne de l'entièreté des données de la première case, toutes les informations dont vous avez besoin pour la case, c'est la rangée dans laquelle elle se trouve et sa colonne. Donc, dans i et dans j. Vous n'avez pas besoin de préciser un cas, puisque vous prenez l'entièreté de ces données-là. Ça va? Oui. Et donc, c'est ce qu'on trouve ici. C'est un élément dont vous allez avoir besoin, c'est la moyenne de chacune des cases. Ça va? Donc, quand vous voyez apparaître ce truc-là dans une formule, ça veut dire la moyenne de chacune des cases. Ça va? Ok, jusque-là? Je vais regarder chaque fois. Ça va? Ok. Alors, je ne sais pas refuser quelqu'un, c'est comme ça que je sais que j'ai un truc ici. Alors, autre chose, je vous ai dit, on peut ne vouloir que ce qui se passe à l'intérieur de toute une rangée ou à l'intérieur de toute une colonne. Si je m'intéresse que à ce qui se passe à l'intérieur de toute une rangée, la seule chose que j'ai besoin de savoir, c'est de quelle rangée je parle. Et donc, je peux ne pas parler des différents endroits où je peux être dans la case, et je peux ne pas m'inquiéter non plus de la colonne. M'en fous, ça va? Donc, je dis que je vais aller à x, i, pour préciser la rangée à laquelle je vais m'intéresser, mais je vais prendre l'ensemble. Ça va? Donc, quand vous avez ce sigle-là qui apparaît, c'est pour vous dire qu'en fait, on va faire la moyenne de l'ensemble des données d'une rangée. Ok? Même principe pour la colonne, sauf que ici, c'est plus le i que je vais préciser tout seul, c'est le j. Et donc, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Est-ce que ça va? Pour l'ensemble des données d'une rangée. Pour l'ensemble des données d'une rangée, c'est ceci que tu dois avoir. Tu dois préciser la rangée dans laquelle tu te trouves. C'est la seule précision dont tu as besoin. Pour une colonne, ce sera x bar, point j bar. Et parce que là, on précise que la colonne. au niveau des rangées, il n'y a que 2 rangées. Après, on ne classe pas non plus les données par rangée de la première ligne, la deuxième ligne, la troisième. Non, c'est uniquement par. Ici, tu peux dire. Ouais. En fait, on a 2 rangées, 2 lignes. Mais donc quand tu précises à l'intérieur de la case. Mais donc la moyenne des rangées, c'est la moyenne de la première case, la deuxième case, enfin la première en haut, deuxième en haut, troisième. Ok. C'est ça. Mais après, il n'y a pas autant de rangées qu'il y a de lignes. Il n'y a pas de sous-rangées dans l'archive. Ok. Et donc, on a vu, si on décide de préciser qu'on est dans la case, ça, c'est la là. Dans une rangée, c'est ça. Dans une colonne, c'est ça. Et puis on peut dire qu'on s'intéresse à l'ensemble des données. Du coup, il n'y a plus besoin de préciser ni la rangée, ni la colonne, ni la case dans la case. Et on se retrouve avec ceci. Est-ce que ça va pour les petites formules de coordonnées? Oui, ça c'est la moyenne de l'ensemble des données. Ok? Ça va pour tout le monde? Alors, si ça c'est clair pour tout le monde, je vais juste laisser le temps à ceux d'entre vous qui ont réussi ce truc. Normalement, ça devrait aller les moyennes, mais de voir si vous êtes dans les bons chiffres, juste pour que vous puissiez vérifier après que vous en êtes. Pour les moyennes de cases, vous devrez avoir 87.5, 62.5, 50, 86.75, 61.5 et 50.75. Ça va? Ok. Alors, vous avez besoin aussi des moyennes
des rangées. Pour la première rangée, vous devez avoir 66,67, et pour la deuxième, 66,33. Ça va? Et enfin, pour les colonnes, vous devez avoir 87,13, 62, 50,36. Alors c'est possible qu'il y ait des petites différences en fonction du fait que vous avez fait les moyennes ou pas, en fonction de si vous avez bien arrondi directement à la deuxième décimale ou pas. Ça va? Donc, vous avez peut-être le rappeler. N'oubliez pas qu'on vous demande toujours d'arrondir à la deuxième décimale. Ça va? Ici, 62,00, c'est pour la forme, vous pouvez écrire juste 62, c'est le décimal, c'est 0,0. Mais n'oubliez pas vraiment d'arrondir jusqu'à la deuxième. Ça va? Et enfin, la moyenne totale devait être de 66,5. Est-ce que quelqu'un a rencontré un gros problème avec les moyennes? Théoriquement, c'est un truc dans lequel vous êtes spécialiste. Ok, alors, un autre élément dont on va avoir besoin, dont on va se servir quand on fait la somme des cas résiduels, on va peut-être, qui ne s'en font pas servir, ils vont beaucoup souffrir, c'est les variances. Vous avez besoin de la variance de chacune des cases de votre tableau. D'accord? Donc pour faire ça, vous prenez votre calculatrice, vous calculez l'écart type, et vous mettez cet écart type au carré. Vous avez la variance. L'écart type au carré. Donc vous introduisez les données qu'il y a dans une case dans votre calculatrice en prenant une barre. Et puis vous obtenez l'écart type. Vous faites exé une fois que vous avez l'écart type et vous mettez le carré sur la barre. Ça va pour ça? Oui, ne vous amusez pas à faire la BD moins. La calculatrice vous donne l'écart type, donc il suffit de la mettre au calcul. C'est les bonnes choses. Ok. Donc, ça, en fait, c'est tous les chiffres dont vous allez avoir besoin. Ça va? Moyenne de case, moyenne de colonne, moyenne de rangée, moyenne générale et variance de chaque case. Ok? Quand vous avez ça, normalement, vous êtes content. L'autre élément dont vous allez avoir besoin, c'est, enfin les autres éléments, ça va être le nombre de rangées, qui va être noté P dans la formule, le nombre de colonnes, qui sera noté Q, c'est la notation classique, et le nombre de données que vous avez à l'intérieur de chacune des cases. Ça va? Dans les exercices de variance à deux critères croisés que vous allez avoir dans ce cours-ci, on aura toujours le même nombre de données par case. Ça nous permet de modifier d'une certaine manière certaines formules. Donc, le jour où vous aurez des calculs à faire avec différents nombres de données par case, ne vous tracassez pas, votre ordinateur le fera bien tout seul. Par contre, à la main, c'est moins comique. Donc, pour vos exercices en classe et à l'examen par écrit ou par vous-même comme des grands, vous aurez toujours le même nombre de données par case. Ça va? Alors, on va démarrer sur les sommes des carrés des cases. Et la question principale, c'est est-ce que les formules vous semblent claires et limpides? Est-ce que vous savez à quoi correspond chacun des éléments? Ça, c'est normalement, ça veut dire combien? Ok. Donc, pour la somme des carrés d'écart de A, je vais vous expliquer après pourquoi on n'a pas besoin de la totale, tout ça. La somme des carrés d'écart de A. Vous allez prendre le nombre de colonnes, merci, multiplié par le nombre de données par case, multiplié par la somme des carrés d'écart entre. Voilà. C'est 4 pour tout le monde? De nouveau, ça veut dire oui. Donc, vous avez Q. Ça, c'est clair pour tout le monde. Le nombre de colonnes. Ça va? N, le nombre de données que vous avez dans une case. Dans cet exercice-ci, ce sera systématiquement 4. Ça va? Donc, dans le tableau qu'on a, plus le nombre de colonnes, on en a 3. On a 3 méthodes différentes. N, le nombre d'individus par case, toujours 4. Est-ce que c'est le cycle de sommation qui vous perturbe? Oui. C'est normal. Et donc, Mélanie va vous expliquer ça. Ouais.
droit de la formule, c'est normal, on doit parler de sommation. Et donc dans la formule, c'est ce signe, le grand sigma, qui montre qu'il s'agit de sommation. Alors ce qui est un peu perturbant, c'est que parfois il y en a un, parfois deux, parfois trois. En fait, tout dépend de ce qu'il y a dans la parenthèse qui suit. Donc c'est pas parce qu'il y en a deux qu'on fait une double sommation, c'est pas parce qu'il y en a trois qu'on fait une triple sommation, ça n'a rien à voir, ça reste toujours la somme, mais ça dépend des indices que l'on trouve après dans la parenthèse. Donc si dans notre parenthèse on s'intéresse au i, rappelez-vous les i ça représente les rangées, eh bien on va mettre un signe de sommation, un grand sigma avec un i en dessous. Donc rappelez-vous, quand on a le signe de sommation, en dessous on indique d'où on part, là où ça commence, et au-dessus jusqu'où on va. Donc, si on s'intéresse aux rangées, on va commencer à i égale 1, donc à la première rangée, et on va aller jusque p, p qui est notre nombre de rangées, et donc le nombre maximal de rangées. Donc on commence à 1 et on va jusqu'au maximum p. P ici vaut combien 2. Combien on a de rangées 2. Donc ça nous indique aussi, si on réfléchit à ça, on va savoir en fait qu'on va avoir combien de parenthèses à sommer 2. Une parenthèse pour i égale 1 pour notre première rangée et une autre parenthèse pour i égale 2. Alors, si on passe au B, on s'intéresse au J, ici on s'intéresse aux colonnes. Et donc, on ne va plus mettre un signe de sommation avec i égale 1, puisque ici ce n'est pas les rangées qui nous intéressent. On va mettre j égale 1. Et les colonnes, elles vont de 1 jusqu'à q. Donc on met j égale 1 en dessous et q au-dessus. Et donc de nouveau, ici on va avoir combien de parenthèses à sommer 3, parce qu'on a 3 colonnes. Alors, pour l'interaction, cette fois-ci, on ne s'intéresse plus seulement aux rangées ou seulement aux colonnes, on s'intéresse en fait aux cases. On s'intéresse à l'interaction d'une rangée et d'une colonne. Comme les deux interviennent dans une case, on a l'interaction d'une rangée et d'une colonne, on a IJ, et donc on va devoir mettre un sigma pour le I et un autre pour le J. Mais ça reste quand même la somme des carrés des carrés. C'est juste une formalité, mais en gros on s'en fout. Donc ici, IJ, donc on met un sigma pour le I jusque B et un autre sigma pour le J jusque Q. Et donc ici on va avoir combien de parenthèses à sommer 6. 6. On a combien de cases 6. 6. Deux rangées et 3 colonnes, on a 6 cases, et donc on aura 6 grandes parenthèses à sommer. Alors le dernier, on n'utilisera jamais cette formule-ci, je ne pourrais pas faire celle-là, mais si on utilise cette formule-ci, on s'intéresse à chacune des données du tableau, et donc on a besoin à la fois de savoir le I, le J et le K, et donc on va devoir mettre les 3 indices de sommation. Avec un K qui va de 1 jusqu'à N, ici jusqu'à combien 4. 4. Et donc ici, si on fait cette façon-là, on a combien de parenthèses à sommer On s'intéresse à chacune des données du tableau, donc 24. 6 cases avec 4 données dans chaque case, on aura 24 parenthèses à sommer. C'est pour ça qu'on va utiliser celle-ci qui sera beaucoup plus petite. On aurait pu faire ça. C'est pour ça que ça va. Ça va alors, juste de calculer ça. Oui, c'est pour ça qu'on calcule là. Et alors, il y a juste encore une chose, c'est que pour les rangées, on va pondérer par le nombre de colonnes et le nombre de données par case. Et pour les colonnes, on va pondérer par le nombre de rangées et toujours de données par case. Pour les cases, on va juste pondérer par le nombre de données par case. Ici, il y a plus de pondération, on prend en compte chacune des données. Et alors ici, en fait, on a mis le N après les indices de sommation, mais il vaut mieux le mettre avant, ça facilite les calculs. Donc, ça revient au même, en fait, c'est la règle de distribution, la multiplication. Donc le N, on le met devant. Pondérer, c'est une Pondérer, c'est une mais ici, rappelez-vous, si on fait, je sais plus ce que j'avais étudié,
Ça va être 4 plus 3. Si on fait 2 fois 4 plus 3, ça va bien la même chose que de faire 2 fois 4 plus 2 fois 3. C'est ça. Et donc ici, notre n, ça ne marche que parce que notre n est constant dans nos exercices. Mais comme il est toujours constant, on va le mettre devant et on va faire ici 4 fois et on va additionner les 6 variances de nos 6 cases dans une seule parenthèse. Vous êtes perdu ça? Oui, le 4 il est avant les sommes. Exactement. Parce qu'en plus ici ce sont des carrés, hein, donc il faut juste le mettre une fois devant. Ça marche plus sur les carrés. Ça va passer vite. Je vais mettre juste un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ouais, mais donc en fait, enfin, on vous explique ça pas juste pour que Mélanie puisse s'exprimer. Le principe, c'est que ça doit vous aider. Parce que, en gros, enfin, moi personnellement, ça me perturbe de me dire on met 3 sigma, c'est bon, je suis pas conne, j'ai compris qu'on a besoin d'être coordonné. Mais on le met quand même 3 fois. Donc en fait, c'est juste pour vous expliquer la convention mathématique et surtout pour vous expliquer le truc qui vous permet de savoir combien de parenthèses vous avez sur le mot. C'est vraiment ça qui va vous être utile. Parce que les conventions mathématiques ne vont pas vous être utiles en tout. Ça va? Ok. Alors, normalement, ce qu'on espère toujours, c'est que tout s'éclaire après avec ces chiffres. Mais est-ce que chacun des éléments dans chacune des formules est clair pour vous? Ça va? Oui. La variance qu'on utilise, c'est pour le. Bon, pensez à rouge. C'est la variance de case. Oui, la variance de chacune des cases. Oui. Donc IJ, on ne voit pas bien, mais c'est comme ça, sigma carré IJ. IJ, c'est la rencontre d'une rangée et d'une colonne, donc c'est une case. Et pourquoi on a parlé en fait? Parce que au-dessus, en fait, vous allez voir que dans les formules qu'on travaille, on ne va pas calculer un carré moyen total. Donc en gros, on n'a aucune utilité de la somme des carrés d'écart total. Par contre, à un moment ou à un autre, ça peut vous servir. Vous allez voir qu'à la fin de cet exercice-ci, on va vous montrer ce que le logiciel SPSS sort quand on lui demande de faire une analyse de variance avec une croisée sur ces données-là. Et ce qui vous sort, c'est un très joli tableau dans lequel vous avez chacun des éléments qui est important pour chacune de vos variables, pour l'interaction des variables, pour l'individuel et pour le total. Ça va? Mais comme on est un petit peu coquillou dans le service, ce qu'on aime bien pour l'examen, parce que c'est fort rire, c'est en fait de vous donner le tableau, mais en effaçant gentiment quelques éléments. Ça va? Le total dans l'ensemble. Et donc, l'idée, c'est que si on vous retire la somme des carrés d'écart total, vous pouvez la recalculer en additionnant chacun de ces éléments. Si on vous retire la somme des carrés d'écart de A, vous pouvez la retrouver aussi. D'accord? En vous disant que c'est ça, moins ça, moins ça, moins ça. Ça va? C'est juste pour le lien entre les différents éléments, mais on va revenir dessus avec vous quand on vous présentera la sortie SPSS. Ça va être beaucoup plus clair, parce que comme je l'explique à mon avis, ça ne va pas être très parlant. Donc, on va revenir dessus, mais c'est ça le principe. Retenez que vous avez quelque part dans votre feuille la formule de la somme des carrés d'écart total, qui ne vous sert pas dans les formules, enfin, qui ne vous sert pas dans le calcul d'un F quelconque, mais qui peut vous sauver la vie le jour où vous avez SPSS sous les yeux. Ça va? On va revenir dessus. Ok. Si les formules sont claires, on va passer à l'application. Ça va? Est-ce que ça va? Tout le monde explique toujours? Oui. Alors, la somme des carrés d'écart total. Donc, c'est ce que Mélanie vient de dire. Si vous vous intéressez aux rangées, vous allez avoir 2 parenthèses à sommer. Ça va? Parce que vous avez 2 rangées. C'est ça le principe. Est-ce que les personnes qui avaient fait le calcul se retrouvaient à quelque chose dans ce genre-là? Mais moi, parce qu'en fait, j'ai un problème de. Oui. C'est-à-dire qu'avec les parenthèses, il faut faire vu, et donc je calcule de différentes façons, j'avais la bonne question. D'accord. J'ai plusieurs réponses différentes, je ne sais pas comment faire.
tu peux décomposer la formule, si tu n'es pas juste, avant de tout mettre à la fois. Tu peux faire 4 fois 3, ça va. Et seulement de calculer les parenthèses. Oui, mais oui. Tu peux calculer ce qu'il y a dans les parenthèses, mettre au carré. Idéalement, on calcule parenthèse par parenthèse. Et donc, parce que, évidemment, de toute façon, on ne sait pas tout introduire dans un calcul. Donc, on fait une parenthèse, on la met au carré, on voit le résultat, on additionne, on fait en plus, on ajoute la deuxième parenthèse, égal, plus, égal, et à la fin, on n'oublie pas de multiplier une fois. Voilà. Ça, tu peux tout à fait décomposer. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la calculette à son maximum, ça va. C'est pas forcé. Et donc, si vous décomposez, n'oubliez vraiment aucune des parties. Donc, en général, moi, ce que je fais, c'est que je bats le morceau que j'ai déjà introduit dans la calculation. Donc, ça, je suis sûre de ne pas oublier. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que les personnes qui avaient calculé le truc et qui étaient complètement à côté ont compris pourquoi et n'ont plus la même chose? Vous n'allez pas être ici. Ça va? Ok. Alors, on passe ensuite à la somme des caractéristiques privées. Ok, même réflexe à avoir. Mais je sais que là, je suis dans B, je m'intéresse en fait à mes colonnes. Ça va? J'ai 3 colonnes. Je sais que je vais avoir 3 parenthèses carrées à sommer. Ça va? Est-ce que vous arrivez à quelque chose qui ressemble à ça? Parce que si ce n'est pas le cas, je sais pas pourquoi. Ça va? Ok. Une fois qu'on a A et B, c'est un truc complètement suivi, s'il vous plaît. Oui, c'est les apologues. C'est pas compliqué. Donc c'est tout à fait possible, si je vous dis ça, ça me dit chaque fois. Oui. C'est tout à fait possible que vous ayez quelque chose qui a un petit peu de courant. Du type, ici on a 5642 de fonctions. C'est tout à fait possible, parce qu'en fait, en fonction du moment où vous arrondissez vos données à la deuxième décimale, mais vous allez avoir des résultats qui sont un petit peu dissimilaires. Ça va? Mais ça, on le sait. Donc nous, on fait les exercices, normalement, on continue sans arrondir, on arrive à un truc, mais on sait que quand vous arrondissez, vous êtes dans cette fourchette. Ça va? Évidemment, si vous avez 1324 ou vous avez 12, c'est beaucoup plus rapide. Mais ici, quand ça va? Au suivant, la somme des carrés d'écart de AB. Donc là, on s'intéresse à l'interaction et donc à chacune des cases. Donc je sais que je vais avoir 6 parenthèses à sommer. Est-ce que c'est clair pour vous la formule? Vous avez vu normalement la petite démonstration avec mes anglais? Oui, la mini-démonstration pour expliquer comment on arrive à cette formule. C'est clair pour vous ou il y a des questions par rapport à ça? En fait, dans la logique de l'analyse de variance, ce serait simplement x, ij point, moins x point pendant. La moyenne de la case moins la moyenne de la case. Mais ici, si on fait ça, ça veut dire qu'on va compter 2 fois. On va recompter des effets qu'on a déjà calculés, vu qu'avant, on a déjà calculé l'effet de rangée et l'effet de colonne. Ici, on s'intéresse à l'interaction, mais donc il faut enlever l'effet des rangées qu'on a déjà calculé et enlever l'effet des colonnes. Et donc, on prend la formule que je viens de dire, la moyenne de la case moins la moyenne générale, mais puis on fait moins les 2 autres formules. Et en simplifiant, on arrive à cette formule. Alors, comme simplement, c'est pour ne pas compter 2 fois certaines données. C'est 2 fois le même effet. Alors, après, on arrive à la somme des carrés résiduels. Les plus courageux d'entre vous ont très mal le poignet en avant. Donc, j'espère que vous êtes arrivés à ça, sinon vous allez plier. Parfait. Donc, nous, pour nous simplifier la vie, celle qu'on fait, c'est celle-là. Faites celle-là à l'examen, s'il vous plaît. Parce que l'idée, c'est pas de savoir si vous êtes capable d'additionner 24 parenthèses. Ça va? Vous allez faire un fond dingue à faire ça. Et vous avez beaucoup plus de risques de vous tromper en faisant ça qu'en faisant ce calcul beaucoup plus simple. Ça va? Donc, s'il vous plaît, ne vous lancez pas dans l'aventure de la somme des carrés résiduels classique. Faites celle avec la variance de chacune des cases. Ça va? Et donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, le n, on l'a mis devant. Et on a directement additionné toutes les variances de n.
Toujours ok jusque-là? Oui. On n'a perdu personne? On passionne tout le monde? Alors, une fois qu'on a la somme de carré d'écart, imaginez-vous que l'objectif, c'est de pouvoir calculer un f. Pour calculer un f, on a besoin de mettre en rapport des carrés moyens. Souvenez-vous, pour avoir les carrés moyens, qu'est-ce que c'est un carré moyen? C'est une somme des carrés d'écart sur un degré de liberté. Okay. Donc, première étape, c'est calculer la somme des carrés d'écart. Maintenant, on passe au degré de liberté. C'est les calculs les plus simples que vous allez voir sous les yeux. Donc, le degré de liberté de A, c'est-à-dire celui qui tient aux rangées, ce sera le nombre de rangées moins 1. Pour les colonnes, le degré de liberté de B, ce sera le nombre de colonnes moins 1. Pour l'effet d'interaction, en gros, pensez que vous êtes en train de croiser deux variables indépendantes. En gros, vous allez prendre le degré de liberté de la première variable indépendante et le multiplier par le degré de liberté de la seconde variable. Et enfin, le résiduel. Vous multipliez le nombre de rangées par le nombre de colonnes et vous multipliez ça par la différence entre le nombre de données variables moins 1. Ça va pour ça? Donc notez bien que le LAB c'est le L de A fois le L de B et que le L total c'est le L de A plus le L de B plus le L de AB plus le L résiduel. Et le LR c'est le L résiduel. Parce qu'en gros, tu t'intéresses en fait au résiduel, tu sais dans le résiduel, dans ces colonnes machin. T'es dans l'interaction de ces machins, ça va. Mais ce qui t'intéresse, en fait, c'est que c'est ce qui se passe à l'intérieur de la colonne. Et donc, tu vas utiliser le nombre de données à ça va? Ok pour ça? Oui? Ok. Alors, si vous êtes bon pour ça, on peut passer au carré moyen. Carré moyen, toujours la somme des carrés d'écart sur le degré de liberté correspondant. Et on va évidemment les calculer pour A, pour B, pour AB, et la résiduelle. Donc, ne vous inquiétez pas de ces calculs, je viens arriver à quelque chose qui ressemble à ça. Est-ce que ça va jusque-là? Ceux qui ont eu le courage d'aller jusque-là. Oui? Ok. Est-ce que c'est clair pour chacune des étapes ici? Est-ce que quelqu'un est complètement perdu ou même je suis un peu perdu? Ça marche aussi, une réponse est possible mais un peu perdu. Par rapport aux éléments qu'on utilise, aux formules qu'on utilise, ce genre de trucs. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Ça va? Si vous vous trouvez tout seul devant la feuille, c'est clair? C'est faisable? La fiche super optimiste. Oui, c'est facile. En fait, il y a juste le mot résiduel qu'on ne trouve pas très clair. Oui. Donc, juste savoir ce que ça représente. En fait, chacune des variables a un effet qui nous intéresse. Okay. Le problème, c'est que tu as ta première variable qui tient à la question des rangées. Ta deuxième variable qui tient à la question des colonnes. Quand tu as une rangée et une colonne qui se croisent, ça fait une case. D'habitude, on a une seule donnée à l'intérieur des cases. Voilà, c'est ce qu'on a l'habitude de voir dans les tableaux à dimension. Ici, à l'intérieur d'une case, on a plusieurs données. Et donc, en plus d'avoir l'effet de ta première variable, l'effet de ta deuxième variable, tu as ce qu'on appelle un effet résiduel par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de la case, qui est dû au fait qu'il y a différentes données à l'intérieur de la case et donc plusieurs prises de mesures différentes. Ça va? Ok, merci. C'est clair? Ça va. En gros, c'est la variation à l'intérieur d'une case. Tu as la variation due à ta première variable indépendante, celle que toi tu recherches, quoi. La variation due à ta deuxième variable indépendante, tu espères qu'elle marche aussi. La variation qui est due à l'interaction des deux, tu pries pour que ce soit vraiment bon. Et puis, malheureusement, à l'intérieur de ta case, c'est malheureusement d'une certaine manière, parce que tu as besoin souvent de prendre plusieurs données sur un sujet, mais ce sujet-là, les différentes données que tu as prises, il y a une certaine variabilité à l'intérieur qui n'est pas contrôlée. D'accord? Et donc, oui, plusieurs sujets. Et donc, en gros, tu ne peux pas la contrôler, mais tu peux en tenir compte. Et pour en tenir compte, tu travailles avec le résiduel. Ça va?
C'est ce qu'on appelle ce qui est aléatoire dans l'analyse de variance. On dit toujours qu'on met le systématique sur l'aléatoire. Le résiduel, en fait, c'est l'aléatoire. Ok. Ça va? Ok. Alors, je vous disais, il faut se poser la question du type de modèle dans lequel on se trouve. C'est le moment jamais de se poser la question. Parce que maintenant que vous avez vos carrés moyens, vous savez que vous allez pouvoir calculer un f. Mais la question, c'est comment vous allez calculer ce f. Alors, il y a 4 modèles bien distincts. Soit vous êtes dans un modèle fixe, et là, vos 2 variables indépendantes sont fixes. Soit vous êtes dans un modèle aléatoire, et là, les 2 sont aléatoires. Soit vous êtes dans un modèle mixte, et dans ce cas-là, vous avez 2 choix. C'est la variable A qui est fixe, et dans ce cas-là, vous appliquez ces formules-là qui calculent le f. Soit c'est la variable B qui est fixe, et dans ce cas-là, vous appliquez ces formules-là. Ça va? Donc, c'est le moment où il faut bien choisir, parce que sinon vous allez mal calculer les f, et donc la conclusion à laquelle vous allez terminer le test ne sera pas correcte. Ça va? Dans l'exemple dans lequel on est ici, on a une première variable indépendante qui est l'origine scolaire. On a une deuxième variable indépendante qui est la méthode pédagogique. Si vous vous souvenez de l'énoncé, en gros, on vous dit qu'on a un chercheur qui s'intéresse à l'effet de ces 2 variables indépendantes. Il n'y a pas plus de précision. Ça, c'est typiquement le genre d'énoncé où, en fait, on vous dit très discrètement que les 2 variables indépendantes sont fixes. Ça va? On a délibérément choisi des gens qui sont issus de différentes origines scolaires et on a délibérément choisi de les faire travailler selon une méthode ou une autre. Ça va? Là, on est purement dans le fixe. Okay? Et donc, on applique les différentes formules. Quand on est dans du fixe, chaque fois, c'est assez simple. Vous prenez le carré moyen de chacun de vos éléments et vous le mettez en fait sur le carré moyen résiduel. Ça va? Donc, le modèle dépend uniquement de la variable alors. Oui. Donc c'est dans l'énoncé qu'on va aller chercher oui. Si on est dans de l'aléatoire, du fixe ou du mixte. Okay. Oui. Donc c'est hyper important que vous voyez le tableau en vous disant oui, c'est un tableau à vous montrer, je vais devoir faire une analyse de variance avec les croisés. Mais c'est important que vous mettiez ça en lien avec le petit texte qu'on vous met avant, qui ne sert pas à rien pour compris ce que je parlais en général. Les étudiants ont tendance à très vite sauter la lecture de l'intitulé de l'exercice et à passer directement dans le tableau, à commencer à s'acharner sur les données. Si vous n'avez pas bien lu l'intitulé, vous n'allez pas pouvoir percevoir à quel type de données vous avez affaire. Ça va? Oui. Je regarde ça, vous pourriez juste rappeler aléatoire et fixe parce que oui, alors c'est une distinction qui est généralement pas très claire, parce que ça peut dépendre. Et donc on vous précisera chaque fois dans l'énoncé avec des indices du type on a choisi au hasard, on a choisi aléatoirement. Le chercheur a été fixé de ce genre de truc. Mais en gros, en général, ce qui est fixe, c'est tout ce qui est question de méthode, origine sociale, origine scolaire, niveau socio-économique, âge, genre, ce genre de trucs. Ça va? Et ce qui est aléatoire, c'est quand en fait les divisions que vous avez, c'est des sujets, des juges, en gros des personnes. C'est en général comme ça que ça fonctionne. Ça va? Oui. Uniquement les deux. Oui. Parce que ta BD, de toute façon, elle change. C'est pas son effet que tu veux voir. Ça va? Il y a des différences entre on dit qu'il y a que 3 types possibles de modèles, alors que là, il y en a 4. Oui, en fait, il y en a 3 qui viennent 4. En fait, elle t'a dit sûrement fixe, aléatoire, mixte. C'est la même chose. Oui, c'est le même principe. Les mixtes, ils sont pareils. Non, c'est pas pareil. Donc c'est déjà que c'est la cause de formule. C'est parce qu'elle est partie normalement sur celle-là, non? Oui. Avec affix, c'est des doigts également. On a parlé de l'autre ami d'ailleurs. Ça, c'est l'exemple typique, mais ça, vous devez l'avoir quelque part. Mais en gros, oui. En fait, en gros, vous avez 3 modèles différents. Fixe, aléatoire ou mixte. Mais le mixte divise en 2 sous-modèles. Un où A est procédé aléatoire et l'autre où A est aléatoire. Donc PowerPoint 32 42. Ça va? Et donc, une fois que vous avez décidé ce truc-là, que vous avez bien choisi votre
modèle, il n'y a plus qu'à appliquer, comme on dit. Et en fait, à travers l'application, ce que vous faites, c'est répondre à votre question, est-ce que j'ai un effet de chacune de mes variables? Est-ce que j'ai un effet d'interaction? Ça va? Donc, le premier qu'on va faire, c'est le f de a. Est-ce que j'ai un effet de l'origine scolaire? En me souvenant que l'hypothèse que j'avais formulée au départ, c'est l'origine scolaire n'a pas d'effet sur les résultats statistiques. Ça va? Gardez toujours en tête votre hypothèse. Comment on fait ça? Ben, le carré moyen de a sur le résiduel. On arrive à 0.08 et on va prendre ce qu'on vient de calculer et le comparer à ce qui se passe dans la table. Ça va? Donc, de nouveau, pour rappel, je pense que c'est pas un rappel pour le VAR 3. C'est bien que je le dis. Donc, nous, on va utiliser un seuil de significativité à alpha 0.05. On ne se pose pas la question de c'est très significatif, c'est moyennement significatif, machin. On se fixe à 0.05. Si c'est en dessous de 0.05, c'est significatif. Si c'est au-dessus, ça va. Ça va? Alors, pour consulter la table, le truc dont vous avez besoin, c'est le degré de liberté. Donc faites bien attention qu'on commence par chercher le degré de liberté du carré moyen de A, ici. Et puis on descend dans les rangées pour chercher le degré de liberté du carré moyen résiduel. Ça va? Donc pour la lecture du tableau, ce sera systématiquement le degré de liberté de l'élément qui est au numérateur, pour le L1. Et le L2, ce sera systématiquement le degré de liberté de l'élément qui est au dénominateur. Ça va? Retenez ça pour bien mettre les tableaux. Et donc, au contraire de ce qu'on a l'habitude de faire, en gros, dans les exercices qu'on fait, d'habitude, on lit par rangée et puis par colonne. D'accord? On fait I, J, et puis on cherche un éventuel cas. Ici, vous devez commencer, en fait, par lire les têtes de colonne, et puis descendre dans la rangée, jusqu'à ce qui correspond au degré de liberté de votre carré moyen résiduel, de la résiduelle. Ça va? Est-ce que c'est clair pour la lecture de la table? On n'en a pas fait de masse? Ça va? Le L1, en fait, c'est le degré de liberté de A. Et le L2, c'est le degré de liberté de R. En fait, ce que tu dois regarder, c'est dans ton calcul du F, c'est quoi les éléments que je mets au-dessus, c'est quoi les éléments que je mets en dessous. L'élément du dessous, ici, ça concerne le A, donc le degré, enfin le L1, ce sera le degré de liberté de l'élément qui est au numérateur, donc ici le A. Et le degré de liberté 2, ce sera celui de l'élément qui est au dénominateur, donc ici celui de A. Ça va? Et donc par exemple, si on prend les autres formules, si je vais par exemple dans celui-ci, okay, si je fais mon f de b dans un modèle mixte où A est aléatoire, mais en gros, quand je vais chercher dans la table du F, mon L1 ce sera celui de B et mon L2 ce sera celui de A. Ça va? C'est clair? Oui? Ok. Donc, souvenez-vous qu'ici on avait 0.08. On a calculé un F de 0.08 et on se rend compte que celui de la table est à 4.41. Donc, toujours le truc à se dire, c'est ok. Mon F calculé est ici inférieur à celui de la table. Du coup, est-ce que c'est significatif ou non significatif? C'est non significatif. Qu'est-ce que je fais avec l'hypothèse nulle? On accepte l'hypothèse nulle et donc on conclut qu'il n'y a pas de différence. Donc si je contextualise, vous voyez, il n'y a pas d'effet d'origine scolaire sur le score en fait, c'est ça. Ça va? Ok pour ça? Si vous avez compris ça, les deux autres ça va être très simple, c'est exactement le même principe. Vous repartez, vous calculez votre f de b, vous lisez bien la table de f en vous disant que cette fois-ci le L1 c'est celui de b, le L2 c'est le degré de liberté de f du beau. Vous arrivez à une conclusion différente, le f calculé est supérieur à celui de la table, du coup c'est significatif, on projette l'hypothèse nulle et on conclut que il y a un effet de la méthode pédagogique. Ça va? Donc j'insiste sur chacune des étapes parce que c'est ce qu'on va vous demander à l'examen. On va vous demander de noter le f que j'ai calculé est supérieur au f
de la table. D'accord. Donc, il est significatif à alpha en ça. Je rejette l'hypothèse nulle et je conclus donc qu'il y a un effet de méthode pédagogique sur les résultats à stade. Ça va? On a besoin de voir tous ces éléments apparaître. D'accord? On a besoin de voir le F que vous avez calculé, le F de la table, nous dire que du coup c'est significatif ou non significatif à alpha égale 0,5, nous dire ce que vous faites avec l'hypothèse nulle, je rejette ou j'accepte l'hypothèse nulle, et nous dire ce que vous concluez en contextualisant. Ça va? Ok? Oui? Ça va. Et le dernier qu'on calcule, on s'est intéressé à l'effet de calcul des variables indépendantes. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir s'il y a une interaction. Vous voyez qu'on n'a pas d'effet de la première variable, un effet de la deuxième. Est-ce qu'il y a un effet d'interaction? Ici, le calcul est inférieur à celui de la table. Donc, c'est non significatif. On accepte l'hypothèse nulle et on s'occupe qu'il n'y a pas d'effet d'interaction. Est-ce qu'on a toujours regardé si elle fait d'interaction ou pas? Parce que des fois, on voit clairement qu'il y en a un, donc là, on le fait, et ici, on voyait clairement qu'il n'y en avait pas. Quand on a sur ce PowerPoint, elle paraît qu'il n'y avait pas d'effet d'interaction, par exemple, qu'elle avait gagné. Oui, c'était pour nous montrer avec les chiffres, en gros, à 4% quand il se passe ça. Elle avait mis pas d'effet d'interaction, elle avait barré FAB, elle n'avait pas calculé en fait. Elle est franche. Je connais plus le contexte du cours, mais en gros, Ça n'est pas des individus aussi. Donc elle barrait pas d'effet d'interaction, et donc elle ne faisait pas FAB. D'accord. Et ça, c'est parce qu'elle le sait. Il y a plusieurs données par paire? Non, c'est parce qu'il y a plusieurs données par paire? Non, Ah, c'est pour ça. Mais c'est ça après. donc ici, on fait... Ici, vous êtes obligé de faire tout. Donc, vous allez voir qu'il y a un autre exercice où, en gros, il n'y a aucun effet des variables prises indépendamment. Ça va? S'il vous plaît, s'il y a des questions, je ne sais pas, mais sinon, ça va devenir plus compliqué parce que je suis en train de faire ma voix. Donc, s'il y a des questions, vraiment, n'hésitez pas. On est là pour répondre. Donc, en gros, vous allez voir qu'il arrive parfois qu'il n'y ait aucun effet de chacune des variables prises indépendamment, mais qu'il y a un effet d'interaction. Ça va? Donc ça arrive assez souvent qu'on ait des étudiants qui se découragent à l'examen, qui se disent ouais c'est bon, les deux variables indépendantes de toute façon c'est vraiment elles n'ont aucun effet, je ne vais pas m'emmerder à calculer s'il y a un effet d'interaction. Faites-le s'il vous plaît, ça va? C'est la troisième étape nécessaire. Ça va? Il faut absolument aller jusqu'au bout et faire des conclusions jusqu'au bout. Ça va? Ok. Est-ce que c'est clair pour ça? Ça va? Alors, je vous disais tantôt, je vais vous parler un peu de ce que j'ai répondu, d'un tableau qui sort de SPSS. Si vous demandez à votre logiciel favori de travailler sur ces données-là en faisant une analyse de variance à deux critères croisés, c'est le genre de truc qui va sortir. Ça va? Alors, pourquoi c'est intéressant et pourquoi on l'utilise avec vous à l'examen? Parce qu'en fait, dans le tableau, vous avez chacune des informations qu'on vient de calculer au fur et à mesure de la procédure. Vous avez, dans cette colonne-ci, chacun des éléments auxquels on s'intéresse. L'origine scolaire, qui est la variable indépendante A. La méthode pédagogique, qui est notre variable indépendante B. L'effet d'interaction entre la variable indépendante A et la variable indépendante B. Là. On a ce qui s'appelle l'effort, qui est en fait la résiduelle. Et puis, le total. Alors, là, on vous a mis en vert le total. C'est pas ce total-là qui nous intéresse. Celui qui nous intéresse, c'est le total corrigé. D'accord? C'est celui-là qui pourra vous aider dans les calculs éventuels que vous pouvez faire à partir de ça. Qu'est-ce qu'on a comme information sur chacune de ces variables, de ces interactions de variables et résiduelles? Mais on a la somme des carrés de cas, le degré de liberté, le carré moyen, le F et la significativité du F. Ça va? Donc, en fait, lui, il fait en genre 3/4 de millisecondes, ce qu'on vient de faire en 1 heure. Ça va? Donc, ce que nous, on pourrait faire, c'est effacer ce truc-là, effacer ce truc-là. D'accord? Ce genre de choses. C'est à ce moment-là que vous vous souvenir des liens entre les formules qu'on vient d'utiliser. Okay? En fait, pour calculer le F, j'ai besoin de faire des rapports entre différents carrés moyens. Ces carrés moyens, qu'est-ce que
d'essais obtenus en mettant les sommes des carrés d'écart sur des degrés de liberté correspondants. Ça va? Vous voyez ce que je suis en train de faire, à me balader? C'est vous montrer en fait le lien qu'il y a entre les différentes données que vous avez. On avait aussi, par exemple, avec la somme des carrés d'écart totale, que cette somme des carrés d'écart totale est égale à la somme de chacune des sommes des carrés d'écart. Ça va? Donc si je vous efface ce truc-là, pas de panique, ne commencez pas à refaire le calcul complet. Ok? En gros, vous dites qu'il y a plus ce machin-là, mais je m'en fous. Moi j'ai ce truc-là et j'ai les trois autres. Donc je fais celui-là moins les trois autres. Et je retrouve celui-ci. Ça va? Résiduel. Ok? Donc, en gros, ce qu'on vous demande, c'est pas juste de savoir appliquer la procédure. Le truc qui va vous servir et qui va vous faire gagner du temps à l'examen quand vous aurez un truc comme ça, c'est pas de faire le plus rapidement possible la procédure. C'est de vous souvenir que, ok, s'il manque une donnée, il y a moyen que je la retrouve en utilisant rien que le tableau. Et sans casser le cul à aller faire chacun des éléments. Ça va? Vous auriez besoin de choses. Ok? Pourquoi c'est le total en blanc qui nous intéresse? Parce que c'est celui qui est corrigé. Il y a un total qui est corrigé dans lequel normalement on ne tient pas compte de la résiduelle. Je ne sais plus comment il marche. C'est-à-dire que le total ici tient compte de l'intercept Oui, c'est ça. du modèle corrigé, mais on ne sait même pas ce que c'est. Tout ça. Madame Mieux, c'est pas ce que c'est. Donc, à l'examen, on vous effacera cette ligne-là pour ne pas vous embrouiller. Vous aurez plus Vous devez avoir la logique, mais vous connaissez les formes. Oui, c'est ça. Ça va? Et donc, un autre truc qu'on pourrait vous effacer, c'est en fait la significativité. D'accord? La significativité, vous-même, avec les outils que vous avez à l'examen, vous ne pouvez pas nous dire qu'elle est à 0.83, par exemple. Parce qu'en fait, la seule table qu'on a, c'est 0.05. C'est la seule qu'on utilise. C'est celle à alpha 0.05. Et donc, si on vous efface ce truc-là, tout ce que vous pourrez nous dire, c'est qu'en fait, en gros, c'est non significatif parce que c'est supérieur à alpha 0.05. Votre alpha est supérieur à 0.05. Ça va? Si vous l'avez effacé, comment on peut dire ça? Vous avez le F, donc vous savez aller consulter la table. Ça va? Non, mais si ça va pas, tu me dis moi. Moi, je le dis comme si c'était les gens. C'est sûr ou pas? Oui, oui. Ok, ça va. Non, Oui, parce que... c'est pas très clair. Ok. Donc, en fait, si on vous efface une des significativités, vous ne pouvez pas conclure complètement. Ouais. Donc, si je retire par exemple celle-ci, et tu vas pouvoir me dire oui, ben, en fait, l'origine sociale, l'origine scolaire, pardon, n'a pas d'effet. La méthode pédagogique a bien un effet, parce que c'est significatif. Est-ce que c'est ça qui n'est pas clair? Bah oui, puisqu'on n'a pas la donnée, donc comment je peux le dire que c'est Vous ça? avez votre F. Le Oui. F, vous l'avez. Oui, Vous avez votre âge. oui, Vous avez les degrés liberté. oui. Vous allez aller dans la table à point 05 avec vos degrés liberté, voir le F de la table, et vous saurez conclure que le F que vous avez calculé est plus grand ou plus petit que celui de la table. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le alpha est plus grand ou plus petit que 0.05. Et donc, si on dépasse quelque chose, c'est juste ça qu'il faudra mettre, plus grand ou plus petit que 0.05. Mais on le sait. Si. Mais si vous le savez, mon Dieu! Si, en fait, vous le savez, parce que si on vous laisse le F, que vous pouvez calculer aussi, si vous allez voir dans la table, en gros, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est être aussi précis que le logiciel. Le logiciel, il vous dit que c'est significatif à 0.0000 machin. Ou il vous dit que c'est pas significatif à 0.83. Exactement, nous, on s'en fout. Exactement. Tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir si c'est supérieur ou inférieur à la limite que nous, on s'est imposée. Et la limite qu'on s'est imposée, c'est un alpha à 0.05. Ce qui est supérieur, c'est le F que vous nous donnez dans l'autre colonne, alors, c'est ça? Qu'on compare avec celui de la Non, c'est table. la significativité. En gros. Le F, vous l'aurez. Donc, comment je vais faire ça? En gros, en consultant cette table-là, Oui, le truc qu'on avait tantôt, c'était que le F calculé était inférieur à celui de la table. oui. Donc rappelez-vous, ici, en fait, vous avez votre alpha. L'alpha, ici, il est à 0.05. 0.05. Vous savez que si votre F est ici, l'alpha, il vaut plus que 0.05. Oui.
C'est juste ça qu'on veut savoir. Plus grand ou plus petit que 0.05. Et c'est ça que vous devrez mettre dans la dernière phrase. Et donc, dans ce cas-ci, le F calculé qu'on a est inférieur à celui de la table. Mais Ça nous permet, le F nous- calculé, vous nous le donnez dans la colonne, c'est Oui. c'est l'avant-dernière colonne. Exactement. C'est ça. Ensuite, on le compare avec celui qu'on va retrouver dans la table, et là, on pourra interpréter. Voilà. Ok, Et là, si tu vois qu'il est inférieur, voilà, oui. mais ça veut dire qu'en fait, dans cette colonne-là, tu seras au-dessus de 0.05. Par contre, si le F que tu as calculé est supérieur à celui que tu as trouvé dans la table, dans cette colonne-ci, tu indiqueras inférieur à 0.05. Et donc, c'est significatif. Et donc, c'est significatif. D'accord? Des symboles, style. Oui, la bouche du crocodile. Exactement. Ça va? Est-ce que ça va? Comme ça. Donc, quand c'est inférieur à 0.05, je suis au-dessus. Oui. C'est ça, hein? Quand le F de la table est inférieur, quand le F que tu as calculé est inférieur au F de la table, tu es au-dessus de 0.05. Quand le F que tu as calculé est supérieur à celui de la table, tu es en dessous de 0.05, ce qui veut dire que c'est significatif. Par exemple, on peut faire avec cette fois. Donc si on vous efface dans le tableau toutes les significativités, par exemple, si on prend celui-là, hop, celui qu'on calcule est à 305.17, ce qui est vraiment énorme. Si vous le comparez à celui de la table, ici on a été jusqu'à la table alpha.01. On n'a pas de demande de fécondité à la table alpha.05. Et du coup, on devrait avoir un alpha qui serait genre, pas un alpha, pardon, un F qui serait à peu près à 7 âges. Quelque chose dans ce genre. Donc, dans ce cas-là, le F qu'on a calculé, le F qu'on a calculé est bien supérieur au F qu'on observe dans la table. Ça veut dire qu'en fait, je viens en prière, si on prend ce schéma-là, on est de ce côté-là du schéma. Ça va? Le F qu'on a calculé est supérieur au F de la table. On bascule du côté du coup pas obscur de la porte. Ça va? Et donc, en fait, on sait très bien que le alpha qu'on va avoir ici sera inférieur à 0.05. Ça va? Il faut juste se souvenir que si vous concluez que c'est significatif, c'est que le alpha est plus petit que 0.05. Et si vous concluez que c'est non significatif, c'est que votre alpha est plus grand que 0.05. Donc, en gros, pour ceux qui ont eu Madame Remise, si vous êtes de ce côté-là de la porte, ça veut dire que vous avez plus de 95% de chance que qui est ouais, c'est ça. Ça va? Donc nous, on ne s'embête pas ici à dire qu'on a plus de X% de chance que tel machin se passe. On vous demande juste de vous positionner par rapport à un alpha de 0.05 et de nous dire en fait si ce alpha est inférieur à 0.05, ce qui veut dire qu'on est dans un test significatif, ou si ce alpha est supérieur à 0.05, ce qui veut dire que le F est non significatif. Et que donc il n'y a pas d'effet supérieur. Ça connaît? Oui, toi, oui, mais c'est parce que c'est à droite et à gauche. C'est parce que là, on a le 95. Mais si tu remplaces par le truc et dire que par là, c'est significatif. Est-ce que ça va pour ça? Et donc, par exemple, si on vous efface celui-ci, vous prenez le F que vous avez là. Il est bien là. D'accord? Donc un F de 0.19. Vous allez, dans la table du F, comparer ce F que vous avez calculé au F de la table. Mais vous allez vous rendre compte, en fait, que le F calculé est bien inférieur au F de la table. Et que donc, dans cette colonne-ci, vous allez avoir quelque chose qui est supérieur à 0.05.
L'ordinateur, lui, peut vous dire le chiffre exact. Il peut vous dire la significativité exacte. Ce qu'on ne peut pas faire avec la table, puisqu'on a des tables à 0.10, 0.05, 0.01. Voilà. Donc nous, on est chaque fois en bord entre deux autres. C'est pour ça qu'on s'arrête à 0.05, et que tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le chiffre qu'on a ici est inférieur ou supérieur à 0.05. Ça va ? En fait, on pourrait être aussi précis que, autant on pourrait aller dans une telle précision si on avait 1000 tables. Si on avait 1000 tables du F, on pourrait avoir une telle précision. Nous, on en a 3, et on se contente sur le service de 0.05. Donc là, il faudrait une table à point, Si c'est plus grand, plus petit, à point 83. Il faudrait une table à 0.826. C'est ça. Pour pouvoir dire que oui, c'est à ce moment-là. Et donc tu serais dans la galère parce que tu partirais de celle à 0.05 en disant oui, cela se trouve, toi, tu vas dire c'est pas mal. Tu fais celle à 0.05. Oui, il faudrait chaque fois aller Voilà. jusqu'au moment où on a un f calculé égal au f de la table, et là, on aurait la significativité. Exactement.